Et maintenant, en partenariat avec l'UMR LISA et l'SPE, Nebia Campus Corté vous présente les Carnets du Feu. Monsieur Guérini, bonjour. Chers auditeurs, bonjour également. Vous êtes sur Radio Nebia, dans les Carnets du Feu, l'émission optionnelle de Débalta Science. Pardon, c'est la fin de journée pour tout le monde. Je reçois aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui un historien aspirant, je ne sais pas si on dit déjà historien. Dans tous les cas, il va se présenter tout de suite. Gilles, c'est à vous. Alors bonjour les auditeurs, bonjour Julien. Donc voilà, je m'appelle Gilles Guérini, je suis de formation historienne, on dira, sinon je suis enseignant en histoire-géographie, j'interviens à l'INSP, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, c'est-à-dire que j'interviens notamment sur la formation des futurs professeurs d'histoire-géo, c'est-à-dire que je suis un des formateurs donc à la préparation du CAPES d'histoire-géo, avec comme période de travail plutôt l'histoire contemporaine. Je suis également doctorant ici à l'Université de Corse. Je suis en thèse avec le professeur Didier Ray. Et ma thèse porte sur l'installation de l'État forestier en Corse au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est justement parce que je travaillais sur les forêts que j'ai été contacté pour participer donc au projet Goliath. D'accord, donc au moins on a comment vous êtes arrivé là. Qu'est-ce qu'on vous a demandé une fois sur place ? Alors, une fois sur place, on m'a demandé très gentiment, ça m'a honoré de devenir, entre guillemets, le coordonnateur du volet histoire du projet. Et donc, il s'agit de coordonner l'équipe d'historiens qui travaillent, en sachant qu'il y a une demi-douzaine d'historiens donc, qui travaillent sur le volet histoire du projet Goliath. D'accord. Et quel type de travaux vous allez fournir à Goliath ? Alors, on va logiquement fournir 3 types de travaux. Premier type de travail, ça va être une analyse de l'évolution du couvert végétal de la Corse depuis la période médiévale. Nous avons 2 médiévistes qui travaillent dans ce projet. C'est le professeur émérite Jean-André Cancellier et Vanina Mar, qui est maître de conférence en histoire médiévale. Donc, eux vont s'occuper donc de la partie médiévale. Puis après, nous avons des historiens de la période moderne, Denis Jouffroy, Laetitia Castellani. Puis nous avons aussi des historiens spécialisés en droit. Donc nous avons des juristes, mais qui travaillent sur l'histoire du droit. Donc il y a Madame Florence Jean de l'Université de droit et le professeur émérite aussi Jean-Yves Coppolani qui va également participer à ce projet. Donc d'abord un travail donc d'analyse sur l'évolution du couvert végétal. Puis, dans un deuxième temps, on nous demande de nourrir une base de données historiques sur les feux. En gros, aller dans les archives, regarder les archives qui parlent de feu, qui parlent d'incendie, qui parlent également de l'usage de l'usage du feu, par exemple dans la ruralité, dans les pratiques agraires, par exemple. Et donc, à chaque fois, numériser ces archives, en faire, bien sûr, je dirais pas un commentaire, mais je dirais des mots-clés qui permettront justement à cette base de données d'avoir un moteur de recherche. Par exemple, la localisation. Si je parle de feu, prenons ma commune. Si je parle d'incendie sur la commune d'Asco, il suffira de rentrer Asco sur le moteur de recherche de la base de données et tout ce qu'il y a sur cette commune sera à ce moment-là disponible. Donc, nourrir cette base de données. Et puis, dans une troisième demande, c'est aussi de travailler sur le grand public, de travailler sur les scolaires. Et on va donc aussi également fournir, nous les historiens, mais pas que, pas seulement que les historiens, mais nous les historiens, on va fournir les éléments historiques à des expositions itinérantes, à la fois pour le grand public et à la fois pour les scolaires. Oui, donc c'est tout un programme.
C'est tout un programme sur 3 ans, donc on a quand même un peu de temps. Même si là, avec le confinement, on en a perdu pas mal du temps, mais bon, on va essayer de faire des archives facilement trouvables de tout ça, ou est-ce que c'est vraiment un travail qui part de zéro? Il y a des archives, il y a beaucoup d'archives. Mais après, il faut trouver les archives qui concernent directement l'incendie. Si je prends mon cas personnel, moi, je vais travailler sur les archives de l'ONF, sur l'archive des eaux et forêts. Oui. Les archives des eaux et forêts ne traitent pas toutes d'incendie. Donc, il va falloir trouver... Alors, il y a des dossiers qui traitent des incendies, très bien. Mais après, on peut trouver des choses sur des incendies dans des dossiers qui eux, a priori, ne traitent pas d'incendie. On peut trouver au détour d'un dossier sur un aménagement forestier, on peut trouver justement la description du parcours d'un incendie. Donc c'est un travail de dépouillement qui est très important et bien sûr après l'analyse qu'il faudra en faire. Évidemment. Alors le projet Goliath a cet avantage qu'il a des ambitions qui dépassent la Corse. Est-ce que au niveau de ce travail de fourmi, d'accumulation de données, est-ce que vous allez dépasser de la Corse ou est-ce que on vous restreint à la Corse? Éventuellement, les physiciens après feront des modèles qui pourront s'appliquer en dehors. Alors nous, notre feuille de route, c'est la Corse, c'est l'espace insulaire. Mais il est également prévu dans ce projet de faire des séminaires, de faire des rencontres. Et là, à ce moment-là, il y aura une vraie ouverture. C'est-à-dire que nous ferons venir des gens qui travaillent sur le feu, qui travaillent sur l'incendie, sur l'histoire du feu, l'histoire de l'incendie. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais on essaiera de faire venir des gens qui, justement, nous feront part d'un regard différent sur d'espaces différents. C'est-à-dire que c'est à travers ces rencontres, qui normalement, il devrait en avoir 2, il aurait dû en avoir 3, mais je répète, le contexte a beaucoup bouleversé notre calendrier, mais c'est à travers ces rencontres qu'on aura l'ouverture sur d'autres espaces. Oui, évidemment. Oui. Je pensais d'ailleurs à l'université de Marseille. Qui est partie prenante de Goliath. Hein. Oui, justement, j'imagine que là les rencontres vont se faire. Il y a sûrement est-ce que vous travaillez même avec des historiens de Marseille, ou est-ce que l'équipe dont vous parliez est localisée à Corte? Non, pour l'instant, là l'équipe dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont que des Cortenais, je dirais. Oui. Mais à travers les échanges que nous aurons, c'est quand les séminaires que nous souhaitons organiser. Bien sûr, on ouvrira sur toutes, on ouvrira sur les facultés, sur les universités ou autres instituts de recherche qui travaillent sur ces questions. Parce qu'il y a les universités, mais il y a aussi, par exemple, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. D'accord. Du coup, j'imagine que du coup vous travaillez. Vous travaillez beaucoup avec les anthropologues, en particulier en ce qui concerne les us. Vous parliez tout à l'heure des us agraires, par exemple. Il y a des anthropologues en Corse qui sont spécialisés sur ces questions. Alors, pas forcément celles du feu, mais ne serait-ce que des anthropologues qui ne travaillent que sur la Corse, que sur la région Corse. Alors, il y a un volet anthropologie. Hein. Il y a des anthropologues qui font partie de ce projet Goliath. Le feu est quelque chose qui est très étudié en anthropologie. Et il y a des anthropologues corses qui travaillent donc sur ces thématiques-là. Et il y a donc un responsable du volet anthropologie qui est Tony Fogacci, que vous avez peut-être prévu d'inviter prochainement, je pense. Oui, il devrait arriver, mais en tout cas, voilà, il y a quand même cet échange, parce que j'imagine que, comme on l'a dit la semaine dernière avec Lucille Ross, il y a des ambitions disciplinaires très diverses et variées. Oui. Et si on peut dire, vous êtes dans le pôle sciences humaines, il faut entendre les guillemets. Est-ce que vous sentez c'est une question un peu politique que je pose là, mais qui n'est pas que sur le projet Goliath. Est-ce que quand on est en sciences humaines sur des projets pluridisciplinaires comme ça, est-ce qu'on se sent mis en avant ou est-ce qu'on est plutôt une caution ou comment est-ce que vous le sentez ça? Alors déjà, moi personnellement, c'est la première fois que je travaille avec des scientifiques des sciences expérimentales. Voilà.
Donc déjà, c'est vraiment la première fois que je rencontre les gens de la fac de sciences. Oui, c'est dur de refaire la commune en labo, ouais. Donc moi, je suis très content de découvrir la fac de sciences. Je découvre des façons de travailler qui sont un peu différentes des nôtres. Et je suis vraiment très content de me frotter aux physiciens, aux chimistes. Pas de trop près, hein, Covid, attention. Pas de trop près, évidemment, respectant les gestes barrières, bien évidemment. Mais c'est très intéressant d'avoir cette ouverture sur la fac de sciences, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, ça fait un certain temps que je suis à l'INSPE, que j'interviens un peu à la fac de lettres. Mais c'est vrai qu'avec la fac de sciences, on n'a pas forcément beaucoup de contacts. Et là, c'est très, très intéressant de participer à un projet qui, justement, mêle les deux sciences, mêle voilà, sciences expérimentales et sciences humaines et sociales. Et je trouve que c'est très intéressant de voir d'éventuelles différences de travail, d'approche. Je trouve que je me répète un peu, mais je trouve ça très, très intéressant. À l'université de Corté, il y a un master spécialisé dans l'écologie, et en particulier sur les sujets qui tournent autour de l'eau, du traitement des eaux, etc., etc. Est-ce que vous allez être emmené à travailler avec ces gens-là ? C'est pas prévu. Alors, a priori. Moi, a priori, je ne travaille pas sur l'eau, a priori. Mais je sais qu'il y a un autre projet commun entre sciences humaines, sociales et sciences expérimentales qui porte sur les lagunes, qui porte sur les étangs et sur les lagunes. Je ne fais pas partie de ce projet-là, mais d'autres membres du volet Histoire Goliath participent également à ce projet-là. Eux-mêmes ne vous contactent pas pour... parce que j'imagine qu'en fonction des forêts qu'il y a, ou de la végétation qu'il y a sur une localité, ça va avoir une influence sur quel type de... Oui, sur le régime des eaux. Oui. Voilà, sur le régime des eaux, clairement. Il y a énormément de choses dans la politique forestière qui est directement liée au régime des eaux. Oui, je vous posais pas la question pour savoir si vous vouliez de l'eau pour faire pousser vos arbres, attention. Mais c'était vraiment plus dans cette idée de... eux ont tout intérêt à savoir où sont les forêts, où passent les incendies, et même sur ces cadres-là, oui, il n'y a pas trop d'échanges habituellement entre fac de sciences et fac de lettres, quoi. Bon, après, moi, c'est la première fois que je participe à un projet aussi ambitieux. Un projet aussi ambitieux, donc je peux pas non plus, j'ai pas une vision globale sur l'ensemble des choses qui se font dans la recherche à l'université de Corse. Mais par-delà même l'université de Corse, des projets qui mêlent l'histoire, la physique, l'informatique, la chimie, l'anthropologie. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Quand on s'intéresse un peu à la recherche dans les autres universités. J'ai regardé un peu ça, c'est vrai que c'est un projet, comment dire... Aussi pluridisciplinaire, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, pour le moins œcuménique, si on voulait faire péteux. Oui, mais, universel, on dirait. Voilà. C'est la même chose, il n'y a que la langue qui change. Mais oui, non, effectivement, c'est tout un programme. Alors, Gilles, je vous propose une petite pause musicale, et puis on reviendra sur le projet Goliath juste après. Volontiers.
On est de retour sur Radio Nebbia dans les carnets du feu. Je suis toujours avec Gilles Guérini. Alors Gilles, votre contribution au projet Goliath se fait sur cette partie, comme on disait, un petit peu analytique, d'accumulation de données. Est-ce que il va y avoir une partie, alors oserais-je dire le gros mot, communication, mais disons une partie où est-ce que vous rentrez en contact avec le politique et vous le sensibilisez à ça. Je dis le politique ou de manière plus générale la population. Oui, ça fait partie de tout à fait, puisque comme le but, c'est bien sûr les séminaires, les colloques, qui seront ouverts à tous, qui sont ouverts au grand public. Et puis l'idée, c'est aussi de produire des expositions itinérantes. À la fois pour le grand public et pour le milieu scolaire, et que ces expositions puissent tourner dans les classes. Qui dit exposition dit aussi, alors là c'est un peu je dirais la casquette INSPE qui parle. Si on fait une exposition pour les scolaires, il y aura aussi tout un matériel pédagogique à mettre en place pour que les enseignants puissent travailler en amont et en aval par rapport à cette exposition. Et je pense que rentrer dans les écoles, parler du feu dans les écoles, parler de l'incendie dans les écoles, je pense que c'est un aspect très important justement de sensibilisation à ce risque qu'est aujourd'hui l'incendie, et qui est aujourd'hui l'incendie et qu'il était déjà dans le temps passé, évidemment. Qu'est-ce qu'on va y trouver un petit peu ? Racontez-moi. Dans cette exposition ? Dans ces expositions, oui. Ah, j'espère qu'on va trouver de belles archives, déjà, oui, pour commencer. Et puis, surtout, on va essayer d'y trouver de la réflexion, c'est-à-dire, en gros, pourquoi le feu, les causes du feu. Le feu, il a des causes naturelles, mais il a aussi souvent, en Corse, il a souvent des causes humaines. Et donc, chercher à savoir pourquoi ces causes humaines, tant sur un plan historique que sur un plan anthropologique. Donc, réfléchir sur les causes, réfléchir aussi sur comment combattre le feu, voir comment on faisait, il y a bien avant les canadaires et les lances à incendie, comment on faisait pour éteindre le feu, qui éteignait le feu, comment, et puis voir aussi les conséquences. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est la mémoire. Il y a des endroits qui retiennent de très très grands incendies, qui ont vraiment été des incendies catastrophiques et qui ont profondément marqué la mémoire des gens. Et je pense que ça, alors là on n'est plus sur de l'anthropologie, mais quoique, la mémoire est aussi un objet d'histoire. Il y a de plus en plus d'historiens qui travaillent sur la mémoire. Et je pense que ça aussi c'est un aspect qui peut être intéressant et qui aura, je pense, sa place dans les futures expositions. Tout à l'heure, vous parliez de causes naturelles ou de causes humaines, et souvent dans l'imaginaire, la cause humaine, on voit tout de suite ça comme quelque chose de criminel ou de mal intentionné, ou éventuellement d'une perversion, quelqu'un qui adore le feu, je sais plus comment on appelle ces... Les pyromanes. Les pyromanes, voilà. Qu'est-ce qui ressort de l'étude historique des feux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément, lorsque c'est humain, c'est méchant, entre guillemets ?
ou est-ce qu'il y a des us bien particuliers, je pense aux jachères par exemple, ou à d'autres choses dans ce style-là? Alors, il y a une vraie évolution du discours, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on regarde au 19e siècle, parce que moi je travaille sur cette période-là, quand on travaille sur le premier 19e siècle, généralement, l'incendiaire, c'est un incendiaire plus ou moins... Alors, l'incendiaire en forêt, voilà. Quand on parle de la forêt, généralement, c'est un agriculteur qui a fait le début, c'est-à-dire qui a défriché par le feu lui a échappé, il était trop proche de la forêt, et le feu est rentré en forêt. Donc c'est plutôt accidentel. Donc ça, c'est 1830-1840. Puis dans les années 1850, ce n'est plus l'agriculteur accidentel, c'est le berger. C'est le berger, et là le berger il fait ça volontairement. C'est un feu volontaire. On accuse le berger d'être l'incendiaire. Mais attention, c'est pas parce que tous les discours, entre guillemets, officiels désignent le berger qu'on a vraiment affaire à un berger criminel et incendiaire. Mais en tout cas, le discours évolue. C'est-à-dire que, il y a une perception. Clairement, dans les années 1850, on accuse le berger. Alors pourquoi on accuse le berger? Moi, j'ai une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que les années 1850, c'est les années où se met vraiment en place la surveillance des forêts. Et que, surtout, on délimite forêt domaniale et forêt non domaniale. Que dans les forêts domaniales, les bergers n'ont plus la possibilité de mettre leurs bêtes. Juste pour nos auditeurs, c'est quoi une forêt domaniale? C'est une forêt qui appartient à l'État. C'est une forêt qui appartient à l'État, qui est donc gérée par les eaux et forêts, plus tard par l'ONF. Il y a déjà un organisme qui s'occupe de ça? Ah oui, les eaux et forêts, c'est très ancien. La France est un des États, et un des plus vieux États forestiers au monde. La première loi sur les forêts en France, c'est Philippe le Bel. Et après, ce sont les ordonnances de Colbert, sous Louis XIV. Donc il y a une vraie tradition d'État forestier en France, pardon. Attention. Et justement, il n'y en avait pas. Quand la Corse devient française, cet État forestier, l'État forestier. Alors c'est pas de moi, l'expression État forestier, c'est d'un chercheur d'un historien qui s'appelle Bouteau, Gérard Bouteau. Qui a donc forgé ce terme d'État forestier. Et quand cet État forestier arrive dans l'île à la fin du XVIIIe siècle, il est confronté à un très grand désordre sur le plan forestier. Et notamment, il ne sait même pas ce qui lui appartient ou ce qui lui appartient pas. Et tout ça va finalement être délimité, arbitré dans les années 1830, 1850. Je fais très court, parce que là, il y aurait de quoi faire plusieurs émissions sur ça. Si ça vaut le détour, n'hésitez pas. Si ça vous je lorgne. Moi, après, je découpe en 26 pour machin, puis j'en garde une qu'on fait. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens preneurs. Très bien. Et donc, dans les années 1850, les forêts domaniales sont enfin fixées. On y chasse donc les bergers n'ont plus le droit d'être dans les forêts domaniales, et c'est vrai qu'il y a des incendies, et souvent des incendies qui touchent les forêts domaniales. Donc après, on accuse les bergers, je dirais, par esprit de vengeance. On dit ils ont voulu se venger, comme ils ne peuvent plus rentrer dans les forêts, c'est eux qui mettent le feu. Mais ce n'est pas parce que les archives disent ça que c'est vrai obligatoirement. Ça, c'est le travail, chers auditeurs, entendez bien, ça c'est le travail d'un bon historien qui ne regarde pas que le discours, mais aussi l'endroit d'où est produit le discours. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'historien, souvent on étudie des discours. On n'a pas forcément l'accès aux faits. Pour avoir l'accès aux faits, il faut avoir le témoignage du garde forestier qui en effet capture un berger qui est en train de mettre le feu. Mais on n'en a pas tant que ça. Et c'est plus compliqué que ça. Donc tout à l'heure vous parliez d'étudier les mémoires ou d'étudier les faits. L'historien, du coup, s'attarde souvent beaucoup plus sur l'étude de l'histoire d'un objet, l'histoire d'une personne, plutôt que les perceptions qu'on a, une approche plus institutionnelle de ça. Comment vous découpez ça? Je dirais un peu, c'est chacun sa formation, et c'est aussi un peu ses goûts personnels. L'historien qui aime beaucoup l'histoire culturelle va beaucoup s'attacher aux représentations. Quelqu'un qui s'intéresse plutôt à l'histoire sociale va plutôt chercher à s'approcher le plus
proche possible des faits et des hommes. Et c'est là que même souvent, à ce moment-là, l'histoire rencontre l'anthropologie. Moi, je pense qu'il faut ouvrir l'histoire à toutes les disciplines possibles. L'histoire, il faut qu'elle s'intéresse à l'anthropologie, il faut qu'elle s'intéresse à la sociologie, il faut qu'elle s'intéresse à l'ethnologie. Et je sais que souvent, mes lectures les plus stimulantes, elles viennent d'historiens évidemment, mais souvent elles viennent d'anthropologues, de sociologues ou d'ethnologues. Pareil. Je vous dis ça en parlant alors que je suis matheux, hein, attention, ne le répétez pas. Oui, mais les matheux s'intéressent souvent aux sciences humaines. Oui, tout à fait. Moi, souvent, je me pose cette question-là. Je me demande, par exemple, la naissance de la sociologie. En France, on l'attribue souvent à Durkheim. À l'international, on parle plus souvent de Marx, qui est le premier à développer des outils, où est-ce qu'il fait des catégories de population, etc., même si c'est balbutiant. Je me pose cette question comme ça, c'est finalement, est-ce que l'ethnologie qui devient l'anthropologie, c'est pas simplement l'histoire des autres ou l'étude des autres? Est-ce que la sociologie, c'est pas de l'histoire des peuples à un moment où l'histoire est d'abord une histoire des rois? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment grâce à des gens comme Thomas Piketty, qui prônent une fusion, par exemple, sur plein d'aspects de l'économie et de l'histoire ou de l'économie et des sciences humaines, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de sortir de cette cassure disciplinaire entre anthropologues et sociologues, alors que même vis-à-vis des techniques de recherche aujourd'hui, elles sont très proches, quoi. Il y a des différences historiques, mais au niveau des méthodes de recherche, par exemple, c'est vrai que maintenant, ce sont des méthodes qui sont très similaires, d'autant plus qu'il n'y a plus cette cassure eux et nous, mais il y a une étude du groupe social en tant qu'objet. Est-ce que vous avez le sentiment que cette cassure s'estompe avec le temps? Oui, probablement. Quand on s'intéresse un peu aux aspects historiographiques de toutes les questions, en fait, c'est ce à quoi je suis amené quand j'ai fait mes préparations pour le CAPES, pour préparer les étudiants au CAPES. Donc on fait toujours un point historiographique sur telle ou telle question. Par exemple, cette année, c'est sur le monde du travail. Le travail 1830, année 1930. Et c'est vrai que quand on regarde les évolutions historiographiques, on voit clairement qu'on va vers un décloisonnement. On va vers un décloisonnement un peu pour toutes les périodes. Les historiens s'intéressent de plus en plus à l'anthropologie, à la sociologie, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ah, bien sûr que non. Hein. Je pensais, par exemple, Marcel Mauss, au début du siècle, fait déjà des travaux géniaux sur l'arbitraire de l'économie, de la monnaie plus particulièrement. C'est tous les historiens des annales qui se sont inspirés de Strauss et de tout, mais aussi de Durkheim, mais aussi de Mauss, etc. Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai un peu cet espoir, que s'il y a bien un pays où est-ce que ça devrait le faire, ce serait la France. C'est un pays qui, nos auditeurs le savent pas forcément, mais qui a une tradition de l'enseignement de l'histoire qui est reconnue même au-delà de la France, quoi, et au-delà de l'Europe. Alors on arrive vers la fin de notre interview. Hélas. Hélas, trop courte. Mais, Gilles, est-ce que vous avez un dernier mot, un bonne chance à jeter, bonne chance, quelque chose à nous dire, une préconisation vis-à-vis des feux, faites attention mégots, je ne sais pas, je vous laisse le choix du mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, je veux souhaiter bonne chance au projet Goliath. Voilà, j'espère que le projet Goliath arrivera à satisfaire le plus grand nombre. Moi, ce qui me fait plaisir dans le projet Goliath, c'est qu'on a fait des réunions avec les opérationnels, avec les pompiers, avec les SDIS. Et j'ai vu que, alors que je pensais que ça n'allait pas forcément beaucoup les intéresser, ils nous ont dit, voilà, les pompiers nous ont dit que l'aspect historique les intéressait. Et c'est vrai que ça, de voir des gens qui prennent des risques, qui affrontent les incendies réellement, qui disent, on est très content que les historiens puissent s'en mêler, voilà, et puissent nous apporter des choses. Je trouve ça beau pour notre discipline. Voilà. C'est l'alliance de la théorie et de la pratique. Merci beaucoup, Gilles Guérini. Bon, on se reverra pas a priori. Mais la prochaine fois, ça sera un de vos collègues.
Je pense. A priori, c'est le projet Goliath. Oui. Alors, on se reverra. Je vous recontacterai. Autant je vous contacte pour un débalta science spécial histoire. Je me fais un joli plateau avec un Yann Vacher, un Guérigne. On va voir. Spécial sciences humaines. Okay. On verra. Chers auditeurs, à bientôt. On se réentend la semaine prochaine avec toujours le même plaisir.